C'est bon? Ah ben juste elle arrive, c'est bien. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je disais donc que nous allons démarrer ce dernier conseil municipal de l'année avec 25 points, donc un ordre du jour assez conséquent. La secrétaire de séance, Madame Catherine Desniel, à qui je vais demander de procéder à l'appel. Oui. Pierre Augor. Présent. Anne Carreau. Les procurations pour Pierre Évin. Michel Cadour. Présent. Anne-Sophie Morvan. Présente. Thierry Collat. Présent. Isabelle Nedelec. Présent. Mathieu Seité. Présent. Sophie Guiavarche. Présente. Gilbert Quintel. Présent. Michel Richard. Présent. Nelly Gallet. Présente. Marie-Françoise Kerglonou. Présente. Alain Couef. Présent. Jean-Jacques Cadalin. Présent. Pierre Évin. Présent. Catherine Mercer, procuration, Monsieur Cadour. C'est cela. Bénédicte Rollet. Présente. Stéphanie Potero. Présente. Céline Kerangueven. Procuration Michel Cadour. Olivier Yvain. Procuration, le temps qu'il arrive, à Mathieu Seité. Antoine Audouard. Denise Phélep. Présente. Bruno Simon. Présent. Sylvie Ravaillot. Présente. Gwenelle Kerjean. Présent. Jérôme Jacopin, procuration à Jean-Philippe Souriman. C'est cela. Catherine Desniel. Jean-Philippe Souriman. Présent. Et Emmanuel Lebars. Présente. Merci. On va procéder à l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal en date du 23 septembre 2021, dont Jérôme Jacopin était le secrétaire. Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal? Il n'y en a pas. Je considère que c'est une approbation de votre part. Je vous remercie. Alors, pour information, je répète les secrétaires des commissions. Donc, il y avait Olivier Yvain. Bon, il va arriver. La commission culture, animation, Antoine Audouard. Commission lien social, Bénédicte Rollet. Et commission affaires générales et finances, Jean-Jacques Cadalin. Avant de démarrer l'ordre du jour du conseil municipal, je voudrais, rendre hommage à une personne qui nous a quittés brutalement la semaine dernière, en la personne de André Hilly. Alors, je pense qu'en mon nom et au nom du conseil municipal, on peut adresser à nos plus sincères condoléances à son épouse, sa famille et ses proches. Peut-être tout le monde ne connaît pas M. André Hilly, mais M. André Hilly a été, je dirais, premier adjoint de la ville de Guillers de 1995 à 2008. Et en tant que premier adjoint, il a été aussi responsable de l'urbanisme pendant toute cette période. Je rends hommage à André Hilly parce que c'était un homme de conviction. On n'avait pas forcément les mêmes façons de voir les choses, mais c'était un homme de conviction et il n'a jamais changé ses convictions. Donc un grand respect à cet homme-là. Un homme engagé politiquement, mais pas que politiquement, aussi dans l'action syndicale, pour défendre les intérêts des salariés. Un homme humaniste, engagé dans l'action sociale, dans l'action humanitaire et dans toutes les actions solidaires. Il a toujours démontré son engagement, très engagé au niveau des associations, pour dénoncer les inégalités et à œuvrer à aider les laissés pour compte et surtout pour que ces gens-là retrouvent leur dignité. Donc voilà, je voulais rendre hommage à André Hilly. Quand je disais qu'il était adjoint à l'urbanisme pendant cette période-là, je rappelle quand même, il y a eu un grand développement de la collectivité, de la ville, notamment avec les lotissements Les Châtaigniers, Kergézékel en partie, Pénervalien 2 et 3,
entre autres, mais aussi les actes pédagogiques qui étaient démarrés et que nous avons repris après. Voilà, donc beaucoup d'engagement, beaucoup d'investissement de la part de cette personne, de la part d'André Hilly. Et malheureusement, bon voilà, il nous a quittés brutalement la semaine dernière et je voudrais qu'on procède à une minute de silence pour rendre hommage à André Hilly. Je vous demande de vous lever. Je vous remercie. Après cet hommage, je voudrais aussi dire un mot sur la crise sanitaire que nous vivons encore dans ce moment. Dire que le taux d'incidence sur la métropole brestoise a atteint des chiffres pas atteints depuis très longtemps. On est repassé à 208 pour 100 000 habitants et avec une évolution de 36 par rapport à il y a une semaine. Mais il faut savoir qu'on était arrivé à moins de 30 il y a quelques semaines et on est revenu à 208 aujourd'hui. Donc nous avons pris la décision, dès qu'on a vu des chiffres et voir l'ampleur de la pandémie encore se renouveler, nous avons pris la décision d'annuler l'ensemble des manifestations se tenant en intérieur, telles que les spectacles, concerts, repas dans les établissements municipaux jusqu'au 15 janvier prochain. Donc jusqu'au 15 janvier, c'est décidé. Après, on verra bien. Ces mesures concernent les manifestations organisées par la mairie, les associations ou les particuliers. Les pots, les buffets et tous les moments de convivialité sont également interdits au sein des établissements municipaux. Ces mesures sont effectives depuis mercredi. Concernant le sport, nous avons décidé que les manifestations sportives devront se tenir à huis clos et que les vestiaires seront fermés à compter de lundi prochain et jusqu'au 15 janvier inclus. Donc voilà, vous voyez que ça se développe autour de nous, autour de tout le monde. Personnellement, moi je l'ai contracté le Covid, ça secoue, mais c'est vrai que on se remet. Mais d'autres, manifestement, et d'autres personnes au sein du Conseil ne sont pas présents parce qu'ils sont très touchés et chacun ne réagit pas à la même manière. Donc, prudence, prenons soin de nous en protégeant aussi les autres. Voilà ce que je voulais dire pour la situation sanitaire. Et une dernière information, c'est que nous avions décidé de vous équiper d'une tablette pour tous les élus. Celles-ci seront livrées le 20 janvier prochain et donc on vous transmettra les modalités pour la prise en main, les formations pour pouvoir, savoir vous en servir de ces tablettes dès qu'elles seront livrées. Voilà ce que je voulais faire en préambule du conseil municipal. Oui, M. Garjean. Au sujet des tablettes, est-ce que ce seront les mêmes que celles qu'on a en tant que conseiller à la métropole? Alors là, je peux pas. Je pense que oui, c'est comme c'est la DSIT, je pense que c'est les mêmes. Okay. Donc, pour ma part, c'est pas la peine. Oui, mais je pense que la métropole a déjà pris en compte les élus communautaires. Okay. Merci. Voilà, on va démarrer le premier point de l'ordre du jour. Information au conseil municipal, compte tenu de la délégation du maire. Michel Cadour. Donc, il s'agit du remboursement par anticipation de l'emprunt à court terme réalisé sur le budget annexe du lotissement Couette-Biande. Afin de préfinancer les travaux du lotissement Couette-Biande, la commune avait contracté le 28/2/2020 un emprunt à court terme d'un montant de 850 000 € auprès du Crédit Agricole. Compte tenu de l'état actuel des finances de la commune, il a été décidé d'effectuer un remboursement anticipé de cet emprunt dont l'échéance était fixée au 15/8/2022. Montant du remboursement anticipé, 850 000 €, établissement bancaire, Crédit Agricole du Finistère, date du remboursement anticipé, le 15/11/2021. Merci. Les commissions ont vu le dossier. Commission urbanisme, aménagement, développement durable.
D'accord. Commission culture, animation jeunesse, éducation, enfance, sport, association. Commission lien social. D'accord. Affaires générales et finances. D'accord. Il n'y a pas de questions là-dessus. Il n'y a pas de vote de toute façon. Deuxième point. C'est moi qui le présente. L'information municipale, représentation au conseil d'administration au collège Croix-Pénoc. Donc, vu l'installation de Mme Anne-Sophie Morvan en tant que conseillère métropolitaine, vu la délibération en date du 15 octobre 2021, le conseil de Brest Métropole a désigné Mme Anne-Sophie Morvan comme représentante au conseil d'administration du collège Croix-Pénoc. Le conseil municipal est informé que Mme Anne-Sophie Morvan, représentant Brest Métropole au conseil d'administration du collège, en vertu de l'article R421-14 du Code de l'éducation. Les commissions ont vu le dossier. Commission urbanisme, aménagement, développement. Culture, animation, jeunesse, éducation, enfance, sport, association. Merci. Commission affaires générales et finances. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de vote. D'accord. Troisième point, le rapport d'observation définitif de la Cour des comptes sur la gestion de Brest Métropole du réseau routier national non concédé en l'exercice 2014 et suivant. Donc la Chambre régionale des comptes de Bretagne a examiné la gestion du réseau routier national non concédé par Brest Métropole pour les années 2014 et suivantes. Ce contrôle a donné lieu à un rapport d'observation définitive. Conformément à l'article L243-6 du Code des juridictions financières, le rapport d'observation définitive a été inscrit à l'ordre du jour du Conseil de métropole le 15 octobre 2021. Suite à cette représentation à l'organe délibérant de Brest Métropole, la Chambre régionale des comptes a donc fait parvenir le présent rapport afin qu'il donne lieu à débat lors du Conseil municipal des communes membres de Brest Métropole. Donc, vu les codes de juridiction financière, et notamment l'article L243-6, vu la notification de la Chambre régionale des comptes de Bretagne du rapport d'observation définitif sur la gestion du réseau national non concédé par Brest Métropole concernant l'exercice 2014 et suivant, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de la communication et du débat relatif au rapport d'observation définitif de la Chambre régionale des comptes. Donc, la commission, alors si on peut donner un mot sur le rapport de la Cour des comptes, il n'y a pas vraiment de grands points d'achoppement, si ce n'est que de dire que il fallait, bien sur un rapport de 2014-2019 qui a été présenté en 2021, on devait signer un contrat de proximité, chose qui a été faite depuis, qui était déjà en préparation, mais quand la Cour des comptes a analysé les choses, ce contrat n'était pas encore fait. Donc c'est le premier point les recommandations qu'ils ont signalées. Et le deuxième point, c'est formaliser la politique d'entretien et d'exploitation de la voirie et se doter d'outils de suivi de sa mise en œuvre. Donc voilà. Donc la métropole s'engage bien sûr à améliorer les outils de suivi et de la mise en œuvre de tous les points liés à la voirie. Voilà ce qui résulte vraiment du rapport de la Cour des comptes, donc qui n'est pas significatif, mais qui a le mérite d'exister. Les commissions ont vu le rapport, l'urbanisme, l'aménagement, le développement durable. La commission affaires générales et finances. D'accord. Donc il y a des questions? Il n'y en a pas, donc il n'y a pas de vote non plus. Quatrième point, c'est Anne-Sophie, le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement pour 2020. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2224-5, vu l'article 73 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, vu la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, vu la délibération de la métropole de Brest numéro C 2021-06-104 du 29 juin 2021, M. Pierre Augor, maire, rappelle que les articles L1411-13, L2313-1, L2224-5 et 5211-39 du Code général des collectivités territoriales prévoient qu'une présentation du rapport annuel d'activité des services d'eau et d'assainissement doit être faite au conseil municipal dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Ce rapport a été présenté au conseil de métropole au cours de sa séance du 29 juin 2021. Depuis le 1er avril 2012, la société publique locale Eau du Ponant est devenue l'exploitant du service d'eau potable et d'assainissement et, à ce titre, exploite les réseaux d'eau et d'assainissement de la communauté urbaine, finance et réalise les travaux neufs et de renouvellement et gère la relation avec les usagers. Cette société publique locale associe les syndicats d'eau potable du Chenal, du Four, de Kermorvan, de Landerneau et Brest Métropole.
La SPL Eau-du-Ponant, régie par les règles du droit privé, exploite désormais les réseaux de ces territoires dans le cadre d'une délégation de service public, par le biais de 2 contrats de concession de travaux et de service public d'une durée de 99 ans. 2 synthèses concernant l'eau et l'assainissement sont jointes à la présente délibération. Compte tenu de son volume, le rapport annuel sur le prix et la qualité des services de l'eau et de l'assainissement de Brest Métropole n'est pas transmis avec la présente note, mais est à disposition des conseillers municipaux en mairie. Une version informatique sera transmise aux conseillers. La présentation de ce rapport ne donne pas lieu à délibération. Le conseil municipal doit acter au maire que cette présentation a eu lieu. Merci. La commission urbanisme, aménagement et développement durable a vu le dossier. Commission affaires générales, finances. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, donc il n'y a pas de vote non plus. On passe au point suivant, arrivée d'Olivier Yvain. Toujours Anne-Sophie, le rapport d'activité 2020 de Brest Métropole. Comme tous les ans à la même période, une présentation succincte jointe en annexe du rapport d'activité de Brest Métropole est faite aux membres du conseil municipal. Ce rapport est consultable en mairie. Voulez-vous qu'on revoie la présentation? Si vous l'avez présenté en commission, on ne va pas la reprendre. Chacun a pu prendre connaissance et il est toujours disponible pour ceux qui veulent le regarder. La commission urbanisme, aménagement et développement durable a pris... D'accord. Commission affaires générales et finances. Des questions? Il n'y en a pas. Donc pas de vote non plus. Je passe la parole à Sophie Guillamard sur le calendrier des ouvertures dominicales accordées au commerce de détail sur la commune de Guilherme. Dans les commerces de détail non alimentaires où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, celui-ci peut être supprimé les dimanches désignés par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an depuis 2016. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'ECPI. La réunion de concertation avec les associations de commerçants et les organisations représentatives des salariés et des employeurs du territoire de Brest Métropole a eu lieu le 6 juillet 2021 à Brest Métropole, conformément à l'article L. 3132-27-2 du Code du travail. Les propositions issues de cette réunion et concernant la ville de Brest sont le dimanche de la Foire Saint-Michel, 25 septembre, et les dimanches en décembre, 4, 11 et 18. Pour mémoire, les dimanches autorisés par la commune en 2021 étaient les dimanches 12 décembre 2021, dimanche 19 décembre 2021 et dimanche 26 décembre 2021. Suite à notre courrier, l'ancienne Noroto souhaiterait une ouverture de 12 dimanches pour l'année 2022, les 16 janvier, 26 juin, les 3, 10, 17, 24 et 31 juillet, les 7 et 14 août, ainsi que les 4, 11 et 18 décembre. Il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis sur le calendrier des ouvertures dominicales 2022 proposé par la commune de Guilherme. Les propositions pour l'année 2022 sont les dimanches 4 décembre, dimanche 11 décembre et dimanche 18 décembre. Un arrêté municipal sera pris avant le 31 décembre 2021. Il fixera les conditions dans lesquelles le repos compensateur sera accordé aux salariés, conformément aux règles inscrites au Code du travail. Seuls les salariés volontaires peuvent travailler les dimanches autorisés. Merci. La commission affaires générales et finances a vu le dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Oui. Merci. L'ouverture des commerces le dimanche est un sujet qui donne matière à penser, à débattre, et ce depuis longtemps. La législation diffère d'un pays à l'autre et parfois même à l'intérieur d'un même pays, de restrictive à libérale. C'est un vaste sujet que nous avons donc abordé entre nous. Alors si par exemple nous tombons d'accord sur le fait que 3 dimanches sur 12 autorisés reste un chiffre faible et permet de qualifier ces ouvertures d'exceptionnelles, cependant nous regrettons que ces 3 dimanches se succèdent et que sur la base d'un volontariat plus ou moins volontaire, nous le savons bien, les salariés savent qu'ils sont susceptibles de travailler ces dimanches-là si leur patron décide d'ouvrir. Nous nous posons des questions. 6 jours dans la semaine ne sont-ils pas largement suffisants pour se rendre dans les commerces alimentaires tels que les grandes surfaces? La priorité en matière de chiffre d'affaires ne doit-elle pas être donnée plutôt aux commerces de proximité pour les achats dits de dépannage? Et enfin, l'ouverture des commerces le dimanche n'est-elle pas une dérive qui pousse à consommer toujours plus? Vaste sujet donc. Bien sûr, nous sommes conscients que ce n'est pas aujourd'hui ici que nous allons en débattre, mais c'est pourquoi nous nous abstenons sur ce point.
Il y a une autre intervention? Bon, le débat, effectivement, a eu lieu maintes et maintes reprises, puisque au sein même de la métropole, on n'a pas... chaque commune a peut-être des intérêts différents. Pour Guilherme, nous prenons 3 dates. Le minimum que l'on puisse prendre, c'est ces 3 dates-là. Je vous avoue que ces 3 dates-là, personne ne les prend, puisque les commerces de Guilherme ont décidé de ne pas suivre. Alors, on a une demande spécifique cette année de Nord-Auto. Vous voyez, si on commence à donner tous les jours de juillet, les jours d'août, bon, on est là, oui, effectivement, ça mérite débat. Mais aujourd'hui, non, nous n'avons pas suivi ces demandes-là. Nous restons dans les propositions que l'on fait, parce que généralement, c'est les commerces de la distribution qui sont plus intéressés à faire. Mais le grand commerce de Guilherme, aujourd'hui, n'ont pas sollicité pour ouvrir, ne vont pas ouvrir normalement, ou alors ils changent d'avis. Mais on va se limiter à ces 3 dates en espérant, effectivement, mais je respecte tout à fait le choix. Bon, comme on disait en breton dans le temps, hein, la boursule, la bourdule. Bon, voilà, pour moi c'est clair, hein, un jour de repos dominical est quelque chose qu'il faut conserver. Après, on peut très vite déraper. Donc, je vais passer, s'il n'y a pas d'autres observations ou d'autres interventions, je vais passer au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Les abstentions? D'accord. Merci. Le point suivant, Michel, c'est le budget principal, décision modificative numéro 3. Une décision modificative a pour objectif d'ajuster les prévisions inscrites au budget primitif. En effet, lors de l'élaboration du budget, la commune prévoit les dépenses et les recettes pour les sections de fonctionnement et d'investissement avec une estimation la plus sincère possible. Or, au fur et à mesure de l'exécution, il est possible que certains postes est sous-estimé ou surestimé. De plus, des besoins nouveaux peuvent apparaître et nécessitent l'inscription des crédits budgétaires complémentaires. Dans ce contexte, l'ADM ajuste les prévisions et complète les crédits budgétaires en fonction des nouveaux besoins. Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur la décision modificative numéro 3 du budget principal. Lors de la séance du 18 février 2021, le Conseil municipal a adopté le budget primitif pour un montant total en dépenses et en recettes de 2 241 942 € et 28 centimes au titre du seul budget principal. Suite aux décisions modificatives numéro 1 et numéro 2 votées respectivement les 10 juin et 23 septembre 2021, les crédits inscrits au budget principal s'élèvent à 10 346 542 € et 28 centimes. En dépenses et en recettes. Tout mouvement budgétaire confondu, la présente décision modificative numéro 3 va porter l'inscription des crédits à un total de 10 428 742 € et 28 centimes en dépenses et en recettes. Les mouvements des crédits du budget principal sont détaillés ci-après. La section de fonctionnement. Cette décision modificative s'équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à la somme de 40 000 €. Après décision modificative, le total de la section de fonctionnement s'élève à 6 796 335 € et 94 centimes. Les recettes de fonctionnement sont proposées en augmentation de 40 000 €. Donc, il s'agit du chapitre 73, impôts et taxes, plus 40 000 €. Donc, plus 40 000 € à l'article 73-81, produit provisionnel de la taxe additionnelle au droit de mutation supérieur au produit prévisionnel inscrit au budget. La section de fonctionnement est équilibrée par une augmentation des crédits à hauteur de 40 000 € à la ligne 23, virement à la section d'investissement en dépenses de fonctionnement. La section d'investissement, la présente décision modificative s'équilibre en dépenses et en recettes d'investissement à la somme de 42 200 €. Après décision modificative, le total de la section d'investissement s'élève à 3 632 406 € et 34 centimes. Les dépenses d'investissement sont proposées en augmentation de 42 200 €. Donc au chapitre 23, immobilisation en cours, moins 14 000 €. Donc 14 000 € à l'article 2330, diminution liée à un montant de prestations inférieur
aux prévisions sur les enduits de l'église. Opération d'équipement, plus 54 000 euros. Opération 95 204, mairie, plus 14 000 euros. Achat de véhicules municipaux actuellement en location. Opération 95 224, le sport, plus 40 000 euros. Création des assises de tribunes, escaliers et garde-corps. Au chapitre 41, opération patrimoniale, plus 2 200 euros. Donc plus 2 200 euros. L'article 23.13, intégration des frais d'études dans le coût des travaux de construction. Les recettes d'investissement sont proposées en augmentation de 42 200 euros. Donc à la ligne 21, virement de la section de fonctionnement, plus 40 000 euros. Au chapitre 41, opération patrimoniale, plus 2 200 euros. Donc plus 2 200 euros, intégration des frais d'études dans le coût des travaux de construction. Donc vous avez la synthèse sur les tableaux là-bas. Je vais pas tout vous les lire. Donc en fin de délib, on arrive à un équilibre. Donc que ça soit au total des dépenses à 42 200 et au total des recettes à 42 200. Donc il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 3 au budget principal 2021, telle que mentionnée ci-dessus. De prendre acte que cette décision modificative porte la section de fonctionnement à 6 796 335 euros et 94 centimes. La section d'investissement à 3 632 406 euros et 34 centimes et que le budget principal 2021, toutes sections confondues, se porte donc à 10 428 742 euros et 28 centimes en dépenses et en recettes. D'autoriser Monsieur le maire ou l'élu délégué à signer toute pièce à intervenir. Merci. La Commission Affaires Générales et Finances a vu le dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Ensuite, on est sur le budget annexe. Là, c'est Sophie Guillava sur le lotissement Quad-Billon. Décision modificative numéro 1. Donc en préambule, une décision modificative a pour objectif d'ajuster les prévisions inscrites au budget primitif. En effet, lors de son élaboration du budget, la commune prévoit les dépenses et les recettes pour les sections de fonctionnement et d'investissement avec une estimation la plus sincère possible. Or, au fur et à mesure de l'exécution, il est possible que certains postes aient été sous-estimés ou surestimés. De plus, des besoins nouveaux peuvent apparaître et nécessitent l'inscription des crédits budgétaires complémentaires. Dans ce contexte, la décision modificative ajuste les prévisions et complète les crédits budgétaires en fonction des nouveaux besoins. Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur la décision modificative numéro 1 du budget annexe du lotissement Quad-Billon. Lors de la séance du 18 février 2021, le Conseil municipal a adopté le budget primitif du lotissement de Quad-Billon pour un montant total en dépenses et en recettes de 1 041 406,24 euros en section de fonctionnement et 850 000 euros en section d'investissement, soit un montant accumulé de 1 891 406,24 euros. Tous les mouvements budgétaires confondus, la présente décision modificative numéro 1 va porter l'inscription des crédits à un total de 1 903 048,74 euros en dépenses et en recettes. Les mouvements de crédit de ce budget annexe sont détaillés ci-après. En section de fonctionnement, cette décision modificative s'équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à la somme de moins 113 357,50 euros. Après décision modificative, le total de la section de fonctionnement s'élèvera à 928 048,74 euros. Les dépenses de fonctionnement sont proposées en diminution de 113 357,50 euros. Sur la ligne 023, virement à la section d'investissement de plus 125 000 euros. Chapitre 65, autres charges de gestion courante de moins 238 357,50 euros. Les moins 238 357,50 euros à l'article 6522, recalibrage du montant de versement de l'excédent du budget annexe au budget principal en lien avec les ventes de lots réellement effectuées sur l'exercice. Les recettes de fonctionnement sont proposées en diminution de 113 357,50 euros. Au chapitre 42, pour les opérations d'ordre de transfert entre sections d'un montant de plus 125 000 euros. C'est 125 000 euros à l'article 7133 en prévision budgétaire
permettant la prise en compte du stock de terrain restant à vendre. Et au chapitre 70, produits des services du domaine et ventes diverses, de moins 238 357,50 €. Les moins 238 357,50 € à l'article 7015 pour le recalibrage du montant correspondant aux ventes de terrains aménagés réalisées au cours de l'exercice. Pour la section d'investissement, la présente décision modificative s'équilibre en dépenses et en recettes d'investissement à la somme de 125 000 €. Après décision modificative, le total de la section d'investissement s'élève à 975 000 €. Les dépenses d'investissement sont proposées en augmentation de plus 125 000 €. Au chapitre 040, opération d'ordre de transfert entre sections de plus 125 000 €. Les plus 125 000 € à l'article 3351, prévision budgétaire permettant la prise en compte du stock de terrain restant à vendre. La section d'investissement est équilibrée par une augmentation des crédits à hauteur de 125 000 € à la ligne 021, virement de la section de fonctionnement, en recettes d'investissement. Il y a une synthèse des décisions modificatives numéro 1. On voit qu'en total des dépenses de fonctionnement, on est à moins 113 350,50 €. Qu'en total des recettes de fonctionnement, on est à moins 113 357,50 €. Et que sur la partie d'investissement, on a un total de dépenses d'investissement de 125 000 €, ainsi qu'un total de recettes d'investissement de 125 000 €. Donc tout est à l'équilibre. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget annexe du lotissement de Coëtbihan 2021, tel que mentionné ci-dessus, de prendre acte de cette décision modificative qui porte sur la section de fonctionnement à hauteur de 328 048,74 €, la section d'investissement à 375 000 € et que le budget annexe du lotissement de Coëtbihan 2021, toutes sections confondues, se porte donc à 1 903 048,74 € en dépenses et en recettes, et d'autoriser Monsieur le maire ou l'élu délégué à signer toute pièce intervenue. Merci. La commission urbanisme, aménagement, développement durable a vu le dossier. Commission affaires générales et finances. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Toujours Michel, autorisation d'engager, de mandater les dépenses en investissement avant le vote du budget primitif 2022. Donc l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que dans le cas où le budget d'une collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente, de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, à l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'excédent de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation doit préciser le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel, incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. Il est proposé à l'Assemblée d'autoriser à Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement en remboursement de la dette et autorisation de programme dans la limite des montants déterminés ci-dessous jusqu'à l'adoption du budget primitif 2022. Vous avez les tableaux qui suivent. Ça a été vu présenté en commission. Ça a été présenté en commission. C'est une délibération, je dirais, type que l'on retrouve tous les ans avant le budget. C'est pour nous. Il y en a qui font leur budget tôt, d'autres qui font plus tard. Ça permet toujours de continuer à fonctionner en prenant des mesures, mais sans préjuger de ce qui va être voté plus tard.
Donc, la commission Affaires Générales et Finances a vu le dossier. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Anne-Sophie, sur la vente des lots du lotissement Quadviande. Le permis d'aménager le lotissement communal à usage d'habitation dénommé lotissement de Quadbian a été approuvé par arrêté en date du 27 août 2019, puis modifié et approuvé le 28 juin 2021 pour la subdivision du macrolot numéro 24 en 2 lots individuels. Par délibération en date du 19 septembre 2019, le conseil municipal a fixé le prix de vente des parcelles à 119 € TTC le mètre carré, les frais d'acte notarié, taxes et honoraires restant à la charge des acquéreurs. France Domaine a été consulté. Les lots sont issus d'un terrain cadastré section BI, parcelles numéro 116, 137 et 139, d'une contenance totale de 16 222 mètres carrés. Il convient de corriger une erreur matérielle dans la délibération numéro 2021-27 du 22 avril 2021 pour la vente du lot numéro 13. La présente délibération annule et remplace la délibération numéro 2021-27 du 22 avril 2021 pour la vente du lot 13. Les modalités de vente sont les suivantes. Le lot numéro 13 d'une contenance de 496 mètres carrés environ pour un prix global de 59 024 € TTC. Il est proposé au conseil municipal de donner son accord sur la vente du lot numéro 13 aux acquéreurs on n'a pas les noms ici désignés, mais on les a vus en commission, conformément à la réservation, d'autoriser monsieur le maire à signer les actes notariés. Merci. La commission urbanisme, aménagement, développement durable a vu le dossier. Affaires générales et finances. Mais y a-t-il des questions? Oui. J'ai une question puisque l'avis du service des domaines date du 20 janvier 2020 et est valable pour 2 ans. Donc ma question c'est est-ce qu'au 20 janvier 2022 tous les lots seront-ils vendus? Et sinon est-ce qu'il y aura une nouvelle consultation des domaines et est-ce que ça peut avoir des conséquences ou des modifications tout simplement? L'avis des domaines a été pour ce lot-là parce que c'est un macro-lot qui a été divisé en 2 lots. Autrement, l'avis, le conseil municipal a déjà été consulté pour la vente des lots de tout le lotissement, mais celui-là, il était mis en lot, donc il fallait qu'on le repasse dans le cadre de la division pour France Domaine. Donc on est dans les délais, il me semble. D'accord. Voilà. On vous a transmis, je crois, l'avis, non? Vous avez reçu? D'accord. Voilà. Autre question? Il n'y en a pas, je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Là, on va attaquer le dossier sur les tarifs 2022. Michel Cadot. Donc, il est proposé au conseil municipal de procéder à la révision annuelle des tarifs communaux. Alors, on a vu toute la liste dans les commissions. Il y a une remarque qui a été formulée concernant l'heure d'investissement pour l'espace jeune. Donc, qui était à 8 € et était demandé de passer à 10 €. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on passe en détail tout le reste, comme on les a vus en commission, les tarifs. Si tu fais. Ouais, ça peut être long. On a vu sur les funéraires, la location des immeubles, location et tarifs divers, location et matériel hébergement, programmation événementielle, salle Joubin, salle Gauguin, Claudel Ferré et cuisine en sous-sol de la médiathèque, salle Espace Pagnol, l'Agora, autre salle municipale, Fort de Pinfel, espace jeune, périscolaire, médiathèque. Donc voilà, tout ça, ça a été étudié en commission. Je propose effectivement qu'on ne reprenne pas de sous, tout a été présenté. La commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfance a vu le dossier. Donc il y avait une question effectivement sur l'histoire de revalorisation des jeunes. Sur les jeunes, oui. D'accord. Donc ça a été répondu. Voilà. Donc effectivement, on a passé l'équivalence de 8 à 10 €. Y a-t-il d'autres questions? La commission Affaires Générales et Finances a vu le dossier aussi. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Donc à ce sujet, si nous adhérons à la révision annuelle des tarifs communaux, bien évidemment, qu'elle est sur l'inflation, nous nous demandons cependant l'objectif visé par la révision des tranches, à savoir l'ajout d'une tranche basse, l'ajout d'une tranche haute et le regroupement de 2 tranches. De plus, les activités proposées par l'espace jeune voient une augmentation allant de 10 à 30% selon la catégorie. En parallèle, le Jeunes ne voit pas d'augmentation. Pardon ?
Ah, pardon. Ouais, Bon, on vient de- excusez-moi. C'est ça qu'on vient de Pardon. dire. Ok, j'étais sur mon texte. Excusez-moi alors. Cependant, pourriez-vous justifier ces augmentations de 10 à 30%? Merci. Alors, il n'y a pas que du 10 ou 30%, il y a certains tarifs que nous avons revus à la hausse en comparant ce qui se faisait un peu dans les autres collectivités pour les mêmes prestations. Et on me fait la remarque depuis longtemps que nous sommes, je dirais, pour beaucoup de tarifs dans la partie très basse des autres collectivités. Bon, effectivement, il était souhaitable un peu de revoir un peu nos tarifs et nous avons décidé certaines augmentations. Ceci dit, c'est pas pour ça qu'on devient on dérape, mais il est nécessaire aujourd'hui de se positionner sur l'évolution des choses de nos tarifs qui n'ont pas été augmentés depuis 2017. Donc une inflation j'ai cru comprendre, de presque 7% cette année. Donc avec des transferts toujours de collectivités, des transferts de charges ou des baisses de dotation de la part de l'État. Je ne veux pas dire que c'est à tous les services qui doivent être, je dirais, sollicités pour compenser ces transferts de compétences ou ces transferts de charges. Mais nous sommes obligés de revoir nos tarifs parce que les choses évoluent. Et tout à l'heure, nous en envoyons encore des dossiers. Il y aura aussi des charges qui vont augmenter dans la collectivité. Et si on ne fait pas, à un moment, il n'y a pas de recettes qui rentrent. Et si les charges continuent à augmenter, il y a un effet ciseau et à un moment, on ne peut plus. Donc, et j'anticipe déjà ce qui va se passer pour les années futures, parce qu'il ne faut pas croire. On a vécu ça dans les années précédentes, après 2012. En 2013, on a eu des baisses considérables de dotations. On a eu des transferts de compétences aux collectivités qui nous ont coûté très cher. Et je sens que, je sais pas, mais je ne suis pas le seul à le penser. Et puis on est presque tous les maires des communes sont en train de se dire qu'on va sans doute passer à la moulinette dans les années, peut-être pas 2022, parce que c'est pas une année où on va, politiquement parlant, nous faire peser certaines choses sur les collectivités, mais je pense qu'en 2023, et je pense qu'anticiper n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, on aurait préféré ne pas le faire, mais tel est le résultat, et c'est pas un résultat lié à des choix, je dirais, personnels de la commune, c'est tout simplement des choix qu'on doit faire maintenant pour assurer une bonne gestion de la collectivité pour les années futures. Maintenant sur les jeunes, effectivement, on peut avoir des prestations. Si demain les prestations ne deviennent plus raisonnables, peut-être qu'on sera obligé de revoir notre copie. Pour l'instant, on veut maintenir les prestations et je crois que les prestations que l'on donne sur la collectivité sont reconnues par toutes et par tous. Donc on les maintient, sauf que si les prestations coûtent plus cher, il faut les répercuter. Voilà. Oui, c'est Simon. J'avais une question, c'était sur le périscolaire, puisqu'on voit que les tranches ont été modifiées. Oui. Il y a eu, je dirais, le rajout de tranches qui ont été mises en même temps. Enfin, ouais. Qu'est-ce qui a, je dirais, qu'est-ce qui justifie cette modification des tranches? Quel a été l'argument Isabelle? C'est une harmonisation qu'on a fait de la CAF. Ouais. Une harmonisation. Voilà, on a eu effectivement, au niveau de la CAF, il y a eu on a baissé, on a fait une tranche plus basse et on a regroupé certaines tranches et donc ce qui fait qu'on a harmonisé un peu en relation avec la CAF nos tranches qui étaient un peu différentes. S'harmoniser pour comparer, je crois que c'est le meilleur des choses. Donc voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Isabelle? Autre question? Il n'y en a pas, je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Le 12, alors c'est Thierry, là, c'est la tarification des spectacles du festival Les Mains en l'air.
Les tarifs des spectacles de la 4e édition du Festival des Mains en l'air ont été fixés par délibération en date du 8 juillet 2021. Cette délibération ne fait référence qu'aux spectacles à entrée payante, sans mentionner que 2 spectacles faisaient l'objet de représentations gratuites. Donc c'était La Forêt n'existe pas et de plus en plus rien. Au même titre que les tarifs des prestations payantes, les spectacles gratuits doivent être validés par le conseil municipal. Pour régulariser, il est proposé au conseil municipal de compléter la délibération numéro 2021-05 du 8 juillet 2021 en précisant les éléments suivants. Le spectacle La Forêt, ça n'existe pas, donc joué le 20 novembre 2021, gratuité pour l'ensemble des spectateurs, spectacle de plus en plus rien. Toujours le 20 novembre 2021, gratuité pour l'ensemble des spectateurs. Merci. La commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfance a vu le dossier. Commission affaires générales et finances. D'accord. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Michel, c'est de retour à toi. Le protocole sur l'aménagement du temps de travail, si tu pouvais faire une donc je vais vous faire grâce de plusieurs articles, là, et je démarre à la délibération du 8 juillet 2021 relative à l'aménagement du temps de travail dans les services de la ville de Guilherme à compter du 1er janvier 2022. Vu l'avis favorable du comité technique en date du 9 novembre 2021, l'article 7-1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifié dispose que les collectivités territoriales et les établissements publics ont compétence pour fixer les règles relatives à la définition, la durée et à l'aménagement du temps de travail de leurs agents. Le service public étant en adaptation constante, il conviendra de suivre et d'évaluer l'adéquation des organisations du temps de travail mises en place avec l'évolution du contexte de l'activité et des missions. Le présent document de référence relatif au temps de travail dans les services municipaux est approuvé en conseil municipal après avis du comité technique. Ce document prendra effet à compter du 1er janvier 2022. Il s'applique à l'ensemble du personnel de la ville de Guilherme. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes du présent protocole pour une mise en œuvre au 1er janvier 2022. Merci. La commission urbanisme, aménagement, développement durable a vu le dossier. La commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfance, sport et éducation. Lien social et affaires générales et finances. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Toujours Michel, alors sur le RIFSEP. Donc je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais démarrer à l'avis favorable du comité technique en date du 23 novembre 2021 relatif au projet de délibération concernant le RIFSEP. Les principaux objectifs de la collectivité visent à susciter l'engagement professionnel des agents, donner plus de lisibilité dans l'attribution des primes et indemnités. Le dispositif du régime RIPSEP est un moyen de favoriser l'exercice des fonctions, l'expérience professionnelle, ainsi que l'engagement et la manière de servir de l'agent. La composition du RIPSEP. Il se compose de 2 parties, IFSE, liées aux fonctions exercées, le CIA, lié à l'engagement et à la manière de servir. Donc dans les critères de l'IFSE, critère 1, critère 2, je ne vous les relis pas parce que vous les avez vus en commission, critère 3, et les parts d'IFSE. Première part, IFSE plancher, versé mensuellement à tous les agents. Deuxième part, IFSE semestriel, versé semestriellement en juin et en novembre pour un montant de 720 € brut pour un temps complet. La troisième part, IFSE ancienneté, versée annuellement en mars aux agents à partir de 5 ans d'ancienneté. Cette part est instituée pour remplacer les congés d'ancienneté, jusqu'alors instaurés dans la collectivité. Un jour de congé est acquis tous les 5 ans d'ancienneté à compter du recrutement dans la collectivité dans la limite de 6 jours maximum. À compter du 1er janvier 2022, les agents déjà présents au sein de la collectivité conservent leur ancienneté. Donc il y a des tableaux après qui suivent, et donc il y a des clauses de révision, les périodes de versement. Donc maintenant on passe au complément indemnitaire CIA.
Donc il y a les critères du CIA toujours. Donc je ne vous les lis pas, hein, vous avez dû les voir en commission. Les bénéficiaires, conditions spécifiques au CIA. Donc il faut des conditions d'ancienneté dans la collectivité, 6 mois à compter d'un recrutement et après un entretien d'évaluation. Le montant du CIA est révisable d'une année sur l'autre en fonction des résultats constatés dans le cadre de la procédure d'évaluation professionnelle annuelle. Les attributions individuelles sont comprises entre 0 et 100 du montant maximum fixé pour chaque groupe de fonctions dans la limite du budget disponible. Le montant annuel maximum pourra varier au sein d'un même groupe de fonctions eu égard au niveau de fonction occupée et au grade détenu. Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils seront proratisés selon la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou à temps non complet. Donc après, c'est des cas individuels, hein, l'attribution d'une voiture de service et les frais de déplacement quand il y a des formations où les gens doivent aller dans d'autres collectivités. Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2022. Il est proposé au Conseil municipal de modifier la délibération du 30 avril 2009 relative au régime indemnitaire du personnel afin de remplacer les primes non cumulables avec le RITSEP par la nouvelle réglementation, d'approuver le régime indemnitaire défini dans la présente délibération, d'abroger la délibération du 1er décembre 2016 instituant les indemnités de régisseurs de recettes, d'inscrire les crédits nécessaires au budget de la collectivité à compter du 1er janvier 2022, d'autoriser le maire à signer toutes les pièces nécessaires au versement des primes et indemnités, notamment les arrêtés d'attribution individuelle. Voilà. Merci. La commission urbanisme d'aménagement et développement durable a vu le dossier culture, animation, jeunesse, éducation, enfants, sport, association, lien social. Alors, il y a eu des questions de poser. Les réponses ont été apportées, je crois. D'accord. Y a-t-il des questions suite à cette présentation succincte, mais qui a été présentée aux commissions? Non. Il n'y a pas. Bien. Ah, j'ai pas, pardon. Affaires générales et finances, excusez-moi. Merci. Bon, s'il n'y a pas de questions, je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Le point suivant, c'est toujours Michel, sur la prévoyance, donc protection sociale complémentaire et participation de la collectivité à la prévoyance. Vu la convention de participation prévoyance entre le centre de gestion et de la fonction territoriale du Finistère, le CNP Sofatix, assureur et la collectivité avec effet le 1er novembre 2019 pour 6 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024. Vu l'avis du comité technique en date du 23 novembre 2021, les collectivités territoriales peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaires souscrites par leurs agents. Dans le cadre de la convention de participation susvisée, les agents de la ville de Guilherme ayant adhéré ou qui adhéreront à un contrat de prévoyance géré par Sofaxix, CNP Assurance, sont bénéficiaires de la participation financière de la collectivité et ce qu'elle soit leur statut. Cette prévoyance est destinée à couvrir les risques sociaux, exemple, risques financiers liés au salaire, d'une incapacité de travail ou d'un décès de l'agent. Les agents peuvent souscrire à cette prévoyance de manière facultative et choisissent individuellement leur garantie. Le montant de la participation de la collectivité est le même quel que soit le temps de travail ou la rémunération de l'agent dans la limite du montant de sa cotisation. La ville de Guilherme, par délibération du conseil municipal du 29 novembre 2018, avait instauré à compter du 1er novembre 2019 une participation mensuelle au financement d'une prévoyance pour un montant de 3 €. Il est proposé au conseil municipal de revaloriser le montant mensuel de la participation financière de la collectivité à la prévoyance des agents à un montant de 20 € à compter du 1er janvier 2022 et de s'engager à inscrire les crédits correspondants au chapitre 12 du budget de la collectivité. Merci. La commission lien social a vu le dossier. Et affaires générales et finances. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, M. Simon.
C'est une question en lien avec le sujet. Donc, l'ordonnance numéro 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique prévoit avant le 18 février 2022 et pour toutes les collectivités territoriales et établissements publics l'obligation d'organiser un débat devant leur assemblée délibérante portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire. Quand envisagez-vous d'organiser ce point? Alors là, la directrice, vous voulez répondre à ça? Comment? Ben moi, on a eu, je dirais, combien de réunions, moi, avec Michel, combien de réunions avec le personnel, on les a... Et devant l'Assemblée délibérante, ben, c'est aujourd'hui, peut-être que, voilà, sur le montant de la prévoyance, on a passé de 3, on a eu des multiples réunions, nous avons même eu des réunions, je dirais, par catégorie d'agents. La direction a reçu, je dirais, tous les services les uns après les autres, y compris tout le personnel, me semble-t-il, sur de longs mois. Et ça a été validé au comité technique le 23 novembre, donc on vient devant l'Assemblée délibérante pour présenter justement le résultat de ces discussions que nous avons eues avec les représentants du personnel. Voilà, je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus. Est-ce que c'est à nous de discuter encore des discussions qui ont eu lieu déjà avec le personnel? Je pense qu'on présente la discussion et puis comme ça a été validé en comité technique, je sais plus le 23 novembre. 23 novembre. Ouais. Voilà, ben on vient devant vous pour vous dire le résultat de ces négociations, quoi. Moi, faire plus, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Je sais pas. Moi, je m'en tiens simplement, à l'ordonnance et au texte de loi qui prévoit que toute collectivité doit organiser un débat devant leur assemblée délibérante sur la protection sociale complémentaire. Voilà, c'est tout. C'est pour être conforme à la loi, tout simplement. Chris, vous voulez prendre la parole? Oui. En fait, l'ordonnance précise un débat, mais il n'y a pas plus de précision que ça. Le fait de présenter ce dossier, ça fait partie du débat. C'est considéré comme un débat. Il n'y a pas plus de précision sur le fait que, à partir du moment où on en parle devant l'Assemblée délibérante, c'est considéré comme un débat. Enfin, les commissions, il aurait pu y avoir le débat dans la commission. Je n'ai pas, moi, toujours d'avis de commission comme quoi il manquait ça, mais voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus, parce que si on a débat entre nous et qu'on remet en cause ce qui a été discuté auparavant avec le personnel, moi j'avoue que là je ne sais pas faire. Autant on s'est discuté avec le personnel et on a eu des bonnes discussions. Ils étaient satisfaits. Et j'avoue que des discussions, je dirais, constructives. Ça a été long, mais aujourd'hui le résultat est l'aboutissement de discussions. On n'avait pas proposé 20 €, on était moins que ça. Bon, il y a eu des grosses discussions, et puis voilà, à la fin, on dit, est-ce que... Après, comment dire, une confrontation entre des visions des choses, et puis à un moment, on a tranché pour ça. Et ce qui a donné un accord, d'ailleurs, de tous les représentants syndicaux présents, y compris les représentants syndicaux de la métropole qui étaient intervenus pour appuyer les demandes des représentants de la collectivité. Voilà, moi je ne peux pas faire mieux. À partir du moment où les responsables professionnels et syndicaux sont d'accord, voilà. Peut-être qu'on aurait dû présenter les choses différemment, mais là aussi je ne sais pas faire. Il y a un moment, on est obligé de présenter devant l'Assemblée et on l'a fait en commission. Vous voulez intervenir, Madame la Directrice ? En fait, je fais un peu le parallèle sur les rapports de la CRC, où on précise que ça fait l'objet d'un débat, mais à partir du moment où c'est présenté devant l'Assemblée délibérante, on estime que le débat est fait. L'ordonnance, il n'y a pas d'organisation formelle du débat, il n'y a rien de précisé de plus. À partir du moment où l'Assemblée délibérante a abordé le sujet, on estime que le débat est fait. En fait. Et en fait, Monsieur Simon, oui, effectivement, il y a une deuxième partie, il n'y a pas que la prévoyance, il y a la protection sociale en matière de santé, qui devra intervenir avant le 1er janvier 2026.
ou ce que j'avais précisé en commission. C'est vrai que il y aura des nouvelles délibérations qui vont intervenir aussi avant le 1er janvier 2026 sur ce sujet. Voilà. L'autre question? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Michel, toujours pour l'action sociale en faveur du personnel communal. L'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant en droits et obligations des fonctionnaires, modifié par la loi du 2 février 2007, dessine les contours de l'action sociale des collectivités en faveur de leurs agents. La loi du 19 février 2007 a complété le Code général des collectivités territoriales et inséré les prestations d'action sociale dans la liste de leurs dépenses obligatoires, juste après la rémunération des agents. Article L. 2321-2, alinéa 4 bis du Code général des collectivités territoriales pour les communes. Afin de respecter le principe de libre administration des collectivités locales, le législateur a laissé le soin à chaque collectivité territoriale de déterminer le type des actions et le montant des dépenses qu'elle entend engager pour la réalisation des prestations d'action sociale, ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Les prestations d'action sociale à destination des agents de la ville de Guilers sont encadrées par une délibération du 19 décembre 2013. Les prestations proposées visent à améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles. Pour permettre l'évolution des prestations, nature et montant, il est convenu que le contenu de cette délibération soit soumis chaque année au conseil municipal. Suite à l'avis favorable du comité technique du 23 novembre 2021, il est proposé au conseil municipal de révaloriser le montant des prestations versées par la commune dans le cadre de l'action sociale 2022 sur la base des prestations interministérielles 2021 et d'étendre la prestation pour la garde de jeunes enfants aux 3-6 ans dans la limite de 50% du montant annuel défini par la circulaire du 2 juillet 2020. Une annexe présente la synthèse des prestations sociales soumises au vote du conseil municipal. Vous les avez vus en commission. Est-ce que vous voulez qu'on revienne dessus ou non? C'est bon? Merci. La commission lien social a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Avis, Affaires générales et finances. Avis favorable de la commission. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas? Bon, je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. On continue sur la modification du tableau des effectifs. Donc, comme tous les ans, on passe des suppressions de grades et des créations de grades. Donc, est supprimé cette année donc un adjoint d'animation à temps non complet 17,5 35e et la création d'un adjoint d'animation à 21 35e. Donc, c'est dans le service périscolaire et ça prendra effet au 1er janvier 2022. Donc, dans le même cabis, adjoint technique à temps non complet 17,5 35e, et donc la création d'un adjoint technique à temps non complet à 20,35e. Donc c'est dans les écoles au 1er janvier 2022. Donc là maintenant il y a 2 créations de postes avec des gens qui étaient déjà dans la collectivité mais qui faisaient partie du CDG. Il s'agit d'un adjoint d'animation à temps non complet à 27,35e et d'un adjoint technique à temps non complet également à 27,35e. Donc le premier c'était dans le périscolaire, le deuxième dans les écoles, et donc les 2 postes au 1er janvier 2022. Donc il va y avoir une suppression de grade d'un adjoint technique principal, première classe à 31 35e. Donc il s'agit d'une dame qui va partir en retraite, et la création de grade, donc une abstem principale, deuxième ou première classe à 28 35e. C'est toujours dans les écoles et ça va se faire également au 1er janvier 2022. Merci. La commission culture a vu le dossier. Culture, animation, jeunesse, éducation, enfance. Et c'est tout. Oui, ouais. Pardon. Affaires générales et finances. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions, unanimité?
Et là, c'est Pierre Evin qui va présenter la convention 2021-2023 entre Brest Métropole et les communes de Brest Métropole pour l'adhésion au FSL. Oui, monsieur le maire, il s'agit d'une régularisation concernant une convention qui est arrivée à échéance au 31 décembre 2020. Cette présente convention a pour objet de définir les modalités de participation des adhérents du Fonds de solidarité pour le logement de Brest Métropole. Pour rappel, ce fonds de solidarité est un dispositif sollicité par les travailleurs sociaux au profit des personnes à revenus modestes ou en difficulté, dans le cadre de l'accès ou le maintien dans le logement, caution, premier loyer, résorption de dettes. Le FSL permet également de mettre en place des mesures d'accompagnement social liées au logement lorsqu'il apparaît des difficultés dans le savoir habiter. La participation se calcule sur la base suivante: 12% du montant des aides financières allouées durant l'année précédente aux résidents des communes de Brest Métropole. Toutefois, l'augmentation de cette participation ne sera pas supérieure à celle des aides financières accordées par le fonds sur l'ensemble de son territoire. 50% du coût hors frais de structure des mesures d'accompagnement social liées au logement payées par le fonds sur le territoire de chaque commune durant l'année précédente, accordées par la Commission d'accompagnement social et d'accès au logement, la CASAL. La participation informera de façon annuelle chaque année du montant de sa participation calculée sur la base des modalités indiquées dans la convention. Donc cette convention est conclue pour une durée de 3 ans, donc du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Il est proposé au Conseil de valider en ces termes la convention proposée et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Merci. La Commission lien social a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Affaires générales et finances. Avis favorable de la commission. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Merci. Convention de moyens et d'objectifs, l'amicale laïque, section LSH. Je vais demander à Isabelle Lédélec de se déporter. Présenté par Thierry Collat. La commune de Guilher soutient l'association amicale laïque dans la poursuite de ses objectifs en mettant gratuitement à sa disposition un ensemble de locaux associatifs nécessaires au fonctionnement de ses sections, à son administration, à la poursuite de ses activités annexes et au stockage éventuel de son matériel. La précédente convention approuvée par le conseil municipal du 17 mai 2017 et prolongée par l'avenant du 18 juin 2020 et 17 décembre 2020 arrive à échéance le 31 décembre 2021. Il convient donc aujourd'hui de la renouveler. Ainsi joint à cette délibération, une nouvelle convention pluriannuelle pour 2022-2024 est proposée. Si cette convention demeure identique dans ses grands principes, les modifications suivantes apparaissent nécessaires. La section théâtre a mis fin à ses activités, la convention n'y fait donc plus référence. Les dispositions relatives à la semaine de 4 jours et demi d'école sont supprimées, la commune étant repassée à la semaine de 4 jours en septembre 2018. L'association faisant désormais appel à un prestataire pour la livraison de ses repas, il n'utilise plus la cuisine centrale située à l'école Chateaubriand. Les clauses relatives à cette mise à disposition n'ont donc plus lieu d'apparaître dans la convention. La présente convention prévoit la modification du calcul de la subvention communale qui intervient lors de la mise en place de la convention territoriale globale. En effet, la commune est actuellement liée à la caisse d'allocation familiale par le contrat enfance-jeunesse et perçoit des subventions pour les actions enfance-jeunesse mises en place sur la commune, dont l'action de la LSH, les Flamboyants. Le contrat enfance-jeunesse va être remplacé à son terme par une convention territoriale globale. Avec ce nouveau contrat, la caisse d'allocation familiale versera directement la subvention à l'association. Il est donc proposé de diminuer d'autant la subvention versée par la commune à l'amicale laïque dès la mise en place de ce nouveau mode de financement par la caisse d'allocation familiale. Il est demandé au conseil municipal de valider la présente convention et d'autoriser le maire à la signer. Merci. La commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfants, sport, association a vu le dossier. Affaires générales et finances. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Ben oui, enfin, oui, mais quand elle est sortie, ben, je ne vote pas, bien sûr. Je peux re-rentrer. Maintenant, je vais demander à Sophie Guillavard, Antoine Audouard et Thierry Collat de se déporter. Et Mathieu Seiti va nous présenter l'avenant, la prolongation de convention d'objectifs et de moyens de l'école de musique et de danse. Ah bah, à la métropole, on fait que ça.
La convention d'objectifs et de moyens liant la commune de Guilers à l'association École de musique et de danse de Guilers arrive à échéance le 28 juin 2021. Elle a été prolongée par avenant par délibération en date du 8 juillet 2021. Considérant le contexte sanitaire, considérant le courrier de l'École de musique et de danse de Guilers en date du 25 octobre demandant un avenant de prolongation de la convention actuelle jusqu'au 31 décembre 2022, considérant le travail partenarial en cours sur l'écriture des termes de la nouvelle convention, considérant qu'il est nécessaire de sécuriser les relations avec l'association jusqu'à la signature de la nouvelle convention, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de l'avenant de progression jusqu'au 31 décembre 2022 et d'autoriser Monsieur le maire à le signer. Bien, merci. Merci Mathieu. Y a-t-il des questions? Non, alors la commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfance a vu le dossier. Avis favorable. Affaires générales et finances. Avis favorable de la commission. D'accord. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Je vais céder la parole pour les deux prochaines délibérations à Mathieu CIT. Je vais moi-même me déporter ainsi que Thierry Collat. Anne n'étant pas là, là vous pouvez revenir. Comment? La procuration se déporte. Donc, Mathieu, tu gères comme si tu présidais le conseil, et puis tu nous feras rapport de ce qui a fait. Donc, les deux prochaines délibérations. Je vous demande donc, Thierry, restez dehors. Vu la convention de moyens et d'objectifs passée entre la commune de Guilers et l'association et d'animation et de gestion du centre socio-culturel pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, considérant que la réécriture d'une nouvelle convention basée sur le 6e projet social nécessite des temps d'échange entre l'association et la collectivité, et que de ce fait, elle ne pourra être effective au 1er janvier 2022, considérant que dans l'attente de la signature d'une nouvelle convention, il est nécessaire de sécuriser les financements, le calendrier des versements et les relations avec l'association telles que prévues dans la convention validée par le conseil municipal en date du 30 novembre 2017. Il est demandé au conseil municipal de valider par avenant la prolongation de l'actuelle convention de moyens et d'objectifs passée avec l'association d'animation et de gestion du centre socio-culturel dans les mêmes termes pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2022, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à le signer. Cette convention prévoit que le montant de la subvention versée en année N soit basé sur le contenu du projet social mis en œuvre au cours de l'année N-1. Par conséquent, le versement de la subvention 2022 sera basé sur la mise en œuvre du projet social au cours de l'année 2021. La commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfance, sport, association a vu le dossier. La commission affaires générales des finances. Y a-t-il des questions? Personne ne prenant pas part au vote, ceux qui sont sortis, y compris Anne Caro. Y a-t-il des avis contraires? Non. Des abstentions? Merci. Vu la convention de gestion de l'espace Nouvelle Technologie au centre socio-culturel de l'Agora pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, considérant la proposition d'avenant soumise au conseil municipal du 9 décembre 2021 en vue de prolonger d'une année l'actuelle convention de moyens et d'objectifs entre la commune et l'association d'animation et de gestion du centre socio-culturel l'Agora, considérant que ces deux conventions sont liées dans le cadre du 6e projet social, considérant que dans l'attente de la signature d'une nouvelle convention, il est nécessaire de sécuriser les financements, le calendrier des financements, des versements et les relations avec l'association telles que prévues dans la convention validée par le conseil municipal en date du 30 novembre 2017, il est demandé au conseil municipal de valider par avenant la prolongation de l'actuelle convention de gestion de l'espace Nouvelle Technologie avec l'association d'animation et de gestion du centre socio-culturel l'Agora, dans les mêmes termes, pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2022,
et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à le signer. Commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfants, sport, association. Commission affaires générales et finances. Y a-t-il des questions? Non. Personne ne prenant pas part au vote, toujours les mêmes. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. Demander de... Quelqu'un peut demander... Bien. C'est bon? Question. Ok. On continue. Donc on est au point 23, subvention aux associations sportives pour frais de déplacement au Finistère. Toujours Mathieu. Les clubs sportifs guilériens peuvent obtenir une prise en charge de leurs frais de déplacement hors Finistère sur présentation de justificatifs. Le club d'athlétisme guilérien nous a transmis une demande de remboursement de frais de déplacement pour la saison 2019-2020. Après étude du dossier, le montant ci-dessous est à verser. Club d'athlétisme guilérien, 1 159,73 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021 à l'article 657 482, subvention aux associations pour déplacement. Il est proposé au Conseil municipal. La Commission culture, animation, affaires générales et finances. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Et on continue sur la demande de subvention et d'un emploi au club du club d'athlétisme guilérien. Mathieu. Le club d'athlétisme guilérien est un club en pleine expansion qui utilise la nouvelle salle d'athlétisme indoor de la ville. Pour développer les compétences sportives et encadrer les adhérents du club, le club d'athlétisme guilérien a embauché un éducateur sportif. Son temps de travail est partagé entre le club d'athlétisme guilérien et Iroise Athlétisme comme suit. Encadrement des jeunes minimes du club d'athlétisme guilérien sur une base de 4,5 heures par semaine. Encadrement spécialité saut et lancer chez Iroise Athlétisme sur une base de 4,5 heures par semaine. L'éducateur est salarié par Iroise Athlétisme. Pour bénéficier de cet encadrement, le club d'athlétisme guilérien reverse 3 302,87 € à Iroise Athlétisme tous les ans. Le club d'athlétisme guilérien a sollicité la commune pour une demande de subvention. Dans le cadre de sa politique de soutien et de développement des activités sportives sur le territoire de la commune, il est proposé au conseil municipal d'accorder une subvention dégressive sur 3 années dont les versements sont répartis comme suit. Année 2021, 385,70 €. Année 2022, 192,85 €. Année 2023, 96,43 €. Les versements auront lieu au plus tard le 15 décembre de l'année de référence. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le montant et d'autoriser le versement de la subvention. Merci. Commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfants, sport, association. Vu le dossier. Affaires générales et finances. Des questions? Pas de questions, donc on soumet au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Demande de subvention d'aide à l'emploi. Qu'est-ce que j'ai là? En Bretagne. Non. En Bretagne. Demande de subvention. Ouais. Ouais. Je sais pas en Bretagne. Vas-y, parce que tu l'as plus. Le club de l'Iroise Athlétisme compte aujourd'hui plus de 519 licenciés, premier club finistérien, et rayonne sur les villes de Bresse, Arnans, Guilers et Plouzané. Il est reconnu comme un club dynamique tant sur le plan de ses adhérents que sur le plan des organisations par toutes les instances de l'athlétisme, comité départemental, Ligue de Bretagne et la Fédération française d'athlétisme. Après les mois très compliqués passés sans compétition pour les athlètes, Iroise Athlétisme s'est vu convié par la Ligue l'organisation des championnats de Bretagne le 19 et 20 juin dernier sur le stade de Sarnans. Iroise Athlétisme sollicite auprès des villes de Brest, Guilers, Sarnans, Plouzané et Ploërzel une subvention exceptionnelle de 250 €. Il est proposé au bureau municipal d'approuver le montant et le versement de la subvention exceptionnelle comme indiqué ci-dessus. Merci. La commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfants, sport, association a vu le dossier. Affaires générales et finances. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Y a-t-il des questions diverses?
Oui. Oui, moi, c'est juste une demande d'éclaircissement, s'il vous plaît, concernant ce que vous avez dit en début du Conseil sur les restrictions qui sont dues à la dégradation de la situation sanitaire. Oui. Concernant le sport, par exemple, vous semblez avoir pris des décisions qui sont plus strictes que les recommandations du ministère des Sports. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à prendre ces décisions plus strictes? Alors, s'il vous plaît. On a pris des décisions au vu de la situation sanitaire. Le Premier ministre a annoncé l'autre jour dans son intervention des mesures. Après, au choix des collectivités de mettre en place ces mesures avec une interprétation qui peut être locale. Je vous dis, on a quand même connu plusieurs cycles de cette pandémie. Celui-ci est un peu différent parce que les gens sont vaccinés, mais seulement les gens arrivent en fin de d'immunité, je dirais, suite au vaccin, et amènent. Alors les gens peuvent se porter bien et avoir, je dirais, le virus chez eux, alors qu'auparavant il y avait des situations différentes. Pour l'avoir contracté, pour connaître des gens autour de moi qui l'ont contracté et vu les états que ça peut générer, j'ai pas envie, moi, d'être le responsable parce que des mesures, après, d'interprétation peuvent être faites. Alors j'entends dire, ici ou là, j'ai vu, comme quoi Guilher prend des mesures un peu plus drastiques que d'autres communes autour de moi, autour de nous. Moi, j'ai pas envie demain d'être le responsable. Et si je prends ces responsabilités-là, c'est que j'ai pas envie aujourd'hui que dans nos clubs, dans nos associations, parce qu'on a laissé faire les choses, parce qu'on n'aura pas pris les décisions à un moment, que les gens passent les fêtes de Noël malades, ou voire plus hospitalisés. Alors, je vous dis, tant que la situation n'est pas en situation, elle est plutôt... tout à l'heure, la directrice me disait qu'on augmente régulièrement de semaine en semaine. On est passé à 208, je le disais en début de conseil. Voilà. Aujourd'hui, il faut faire hyper attention puisque la situation n'est pas forcément dans la même situation que nous avons eue dans les derniers pics et dégradations. Donc, ce que je prends comme mesure là, c'est peut-être un peu précurseur avec ce que va prendre peut-être le préfet dans 8 jours ou dans 10 jours, puisqu'il y aura un dérapage complet, et là on va dire « Ah mince, trop tard ». Moi, je préfère être un peu précurseur. Je n'ai pas envie qu'à Guilher, on soit précurseur ou on soit, je dirais, on laisse faire les choses et que pour des rassemblements, parce que je sais comment c'est, en fin d'année, il y a toujours les assemblées générales, les pots de Noël, les pots de ceci. Si on ne coupe pas ça, ben, on fait les choses. Et bien, ben, voilà, ben, l'exemple, c'est la collectivité qui le montre. Et j'ai préféré prendre ça, même si ça déplaît. Je comprends très bien. Alors, on a décidé pour les clubs sportifs de le faire. Vas-y, Mathieu. Alors, une petite précision aussi. La décision a été prise... bon, la situation n'est pas bonne, bien évidemment, mais on arrive sur des trêves, en fait. Donc, en fait, là, ça paraît en fait très important, pratiquement un mois. Mais sauf que là, dans 8 jours, pas le week-end prochain, le week-end après, c'est la trêve hivernale dans beaucoup de clubs collectifs, sportifs. Et ils ne reprennent pas beaucoup avant le 15-20 janvier. Les dates n'ont pas été prises au hasard non plus. C'est-à-dire qu'en fait, ça va plutôt pénaliser les jeunes qui vont à l'entraînement, qui vont devoir rentrer prendre leur douche à la maison. Mais au niveau des compétitions en elles-mêmes, on ne pénalise pas. On pénalise bien évidemment qu'on pénalise, mais à un moment donné, on est obligé de prendre une décision par rapport à l'évolution des chiffres. Mais ça, c'est deux choses complètement différentes, quoi. Voilà. Alors moi, je peux vous dire que pour être en relation avec beaucoup de collègues des localités autour de moi, mais aussi au niveau départemental, hein, je suis au département presque tous les jours là, toutes les communes sont en train de prendre, depuis avant-hier, enfin depuis début de semaine, sont en train de prendre les arrêtés pour supprimer toutes les manifestations. Donc il n'y aura pas les vœux, j'annonce, hein, il n'y aura pas les vœux au début janvier. Il est hors de question qu'on fasse un rassemblement. Et je suis désolé, mais c'est comme ça, mais faut être sérieux. On peut pas, je dirais, fermer les yeux ou se voiler la face et après avoir des conséquences qui pourraient être dramatiques pour certains. Donc je préfère moi, épargner tout ce... Et je vous dis,
dis, quand on est touché, je peux vous dire que c'est pas forcément une simple affaire. Donc voilà. C'est tout simplement ce choix-là. Oui, je vous en prie. Après, je voulais juste vous dire que j'étais d'accord avec vous sur le fait que ça soit très inquiétant, la situation en ce moment, et que ça se rapproche beaucoup plus vite de nous que depuis le début de la pandémie, je trouve. Tout à fait. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je pense que voilà, il faut qu'on prenne soin. On a les fêtes, on veut les passer en famille. Ben, faut être sérieux, voilà. Et puis qu'on passe les meilleures fêtes. C'est ce que je voulais vous souhaiter en ce fin de conseil, que vous passiez des bonnes fêtes de fin d'année avec vos familles, vos proches, vos amis. Mais voilà, mais il faudra être prudent et surtout prenez soin de vous et prenez soin des autres. Voilà ce que je voulais vous dire. En vous remerciant encore et en vous souhaitant encore des bonnes fêtes de fin d'année.